Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo de la Convention internationale des droits de l'enfant, que je vais résumer en disant simplement la CIDE. Alors, pourquoi j'en parle? C'est tout simplement parce que samedi, on était le 20 novembre. C'est une célébration de la signature par la France de la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été rédigée par l'ONU, donc le 20 novembre 1989. Allons-y. Ce texte, tout d'abord, j'aimerais vous préciser qu'il est issu d'un long parcours historique pour pouvoir faire valoir les droits des enfants à travers le monde. Il s'est fait progressivement à travers 4 grandes étapes historiques. Il y a d'abord eu, au XIXe siècle, tout un tas de lois régulant le travail des enfants, puisque à cette époque, les plus jeunes pouvaient travailler parfois jusqu'à 12 heures par jour, et effectivement, c'était plus possible. Donc, on a le cas en France de la loi Jules Ferry qui, en 1870, interdit le travail des enfants de moins de 12 ans et les oblige, oblige les parents à les mettre à l'école qui devient obligatoire pour tous. L'étape 2 est faite par la Déclaration de Genève. Touchée par l'horreur de la situation des enfants durant la Première Guerre mondiale, la Société des Nations va signer en 1926 un texte de droit international afin de protéger les enfants. À travers ces 5 articles, la Déclaration de Genève explique les droits fondamentaux des enfants, dont le droit de ne pas subir une discrimination ou le droit de ne pas être maltraité ou tué. L'étape 3 survient en 1959, quand l'ONU, qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale, va créer le traité international des droits de l'enfant qui, en 10 points, rappelle les principes contribuant à une enfance saine et heureuse. La 4e et dernière étape avant la création de la CIDE, c'est le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est un texte à portée générale qui concerne autant les enfants que les adultes, mais qui vient préciser dans ses principes fondamentaux des droits comme la protection contre l'exploitation économique. Donc, je vous invite à réfléchir actuellement sur la situation de certains enfants dans certains pays d'Afrique où il y a des enfants qui travaillent dans les extractions minières pour certains métaux, comme par exemple le silicium, ou actuellement tout simplement en France, les enfants ne sont pas toujours protégés contre l'exploitation économique puisqu'il y a un nombre croissant de mineurs qui sont actuellement prostitués. Autre principe, c'est le droit à l'éducation et à la santé, ou encore le droit à un nom et à une nationalité. Là, je vous invite à regarder un documentaire qui est très intéressant. Vous allez sur YouTube, vous tapez « Chine, né en trop ». C'est vraiment passionnant et on verra qu'il y a un grand nombre d'enfants à travers le monde, et notamment à travers la Chine, qui ne sont pas reconnus, n'ont pas de nom, n'ont pas de papier officiel et donc n'ont pas de nationalité.
Après ces 4 étapes historiques, c'est enfin le 20 novembre 1989 qu'est signée la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE, qui réunit les droits sociaux, économiques, civils et politiques des enfants, qui sont énoncés à travers 54 articles. Aujourd'hui, sur les 197 pays que compte l'ONU, il n'y en a qu'un qui refuse la signature de la CIDE, c'est les États-Unis, évidemment. Un pays où la pratique du rehoming est faite ne peut pas signer la CIDE. Un pays où des gamins peuvent se voir prononcer contre eux une sanction de peine de mort ne peut pas signer la CIDE. Et je vous rappelle que les États-Unis ont déjà exécuté des mineurs et le plus jeune est un gamin de 14 ans. Voilà. La CIDE a pour objectif de conférer à l'enfant des droits spécifiques et une totale protection. Cette protection est-elle réellement efficace? Qu'en est-il de la situation des enfants en France? L'enfant est-il réellement sujet de droit? Et ces droits, peut-il les exercer seul? Voilà, donc à travers tout ce développement que je vais faire, je vais vous prouver qu'en fait, malheureusement, c'est une analyse critique de la CIDE que je fais, puisqu'en fait, l'enfant est effectivement devenu sujet de droit, il n'est plus objet de droit. Toutefois, c'est un sujet qui reste bien limité et où les droits qu'il a, en fonction de la CIDE, peuvent lui être reconnus ou retirés au bon vouloir des adultes et surtout de ses parents. Donc, un sujet de droit toutefois bien limité. La limite aux obligations, la limite aux droits des enfants est souvent faite par la limite donnée par l'obligation et les droits accordés aux parents. C'est par exemple, si on va analyser l'article 28 de la CIDE, qui prévoit que les parents ont un devoir de protection et d'entretien de leur enfant, ils doivent veiller sur sa sécurité et contribuer à son entretien matériel et moral. Ils doivent prendre les décisions qui sont obligatoires pour l'enfant. Donc, autrement dit, l'enfant n'a de droit qu'à travers les obligations de ses parents. Il en va de même avec l'article 20. Donc, l'article 28 prévoit l'obligation pour les enfants d'avoir un droit à l'instruction. Mais si c'est un droit, pourquoi est-elle obligatoire? Un droit en termes juridiques, que ce soit en termes juridiques français ou en termes juridiques internationaux, est une capacité détenue par un individu qui peut choisir ou non d'exercer ce droit. Là, l'enfant n'a aucun choix, et le parent non plus, puisque l'éducation, l'instruction que l'on doit donner à l'enfant est obligatoire. En revanche, si l'enfant n'a pas le choix d'aller à l'école ou pas, le choix du parent de lui donner une instruction à la maison ou de lui donner une instruction à l'école reste tout à fait possible. Ce n'est absolument pas remis en cause.
Et donc, si la faculté d'un enfant est pleinement reconnue, pourquoi le transformer en obligation? Si l'enfant était sujet pleinement reconnu, un sujet plein et entier de droit, alors il peut exercer ou non ce droit. Ce n'est pas le cas. À travers l'exemple de l'article 28 qui confère le droit à l'éducation, ce n'est pas le cas non plus à travers l'analyse de l'article 9 de la CIDE qui précise que les enfants doivent rester avec leurs parents. Ce droit ne peut leur être retiré contre leur volonté. Sauf que là, on ne parle pas de la volonté de l'enfant. On parle de la volonté des parents. Un enfant ne peut pas décider seul s'il vit ou pas avec ses parents. Un enfant ne peut pas décider seul, en cas de divorce par exemple des enfants, s'il choisit de vivre avec papa ou avec maman. C'est à un adulte de choisir, ce sont les parents qui doivent se mettre d'accord, et s'il n'y a pas accord entre les parents, alors c'est un juge qui est lui aussi un adulte de décider de la situation de l'enfant. L'enfant, à ce regard-là, reste soumis à l'obligation du parent de lui fournir un toit. Mais lui, il ne choisit pas où se situe ce toit. Alors, la Convention reconnaît certains droits, il n'y a pas de problème, mais c'est toujours très limité. C'est ce qu'on va voir. L'exemple le plus parlant est l'article 12 de la Convention CIDE. Je vous le cite. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement de s'exprimer librement sur toute question le concernant. L'opinion de l'enfant est prise en compte eu égard à son âge et à son degré de maturité. Donc la liberté de l'enfant et la liberté de s'exprimer est un droit fondamental parmi les droits fondamentaux des droits de l'homme. Et on pourrait se réjouir qu'elle soit également reconnue à l'enfant. Mais elle n'est pas reconnue pleinement, elle est reconnue de façon très encadrée, elle est reconnue d'une façon limitée, avec l'appréciation d'un adulte pour la condition du discernement de l'enfant. C'est seul l'adulte qui décide si l'enfant a ou non un discernement suffisant. Donc les majeurs ont le pouvoir d'accorder à l'enfant cette liberté d'expression, mais ils ont tout autant le droit de la lui retirer s'ils jugent l'enfant pas suffisamment mature dans son discernement et si la condition de l'âge n'est pas remplie non plus par l'enfant, puisqu'un enfant trop jeune ne va pas avoir de liberté d'expression. Mais cet âge, il n'est absolument pas fixé par la CIDE, et c'est l'adulte qui a ses droits et obligations sur l'enfant qui va déterminer de façon très subjective, du coup, si l'enfant a atteint un âge nécessaire ou pas. Toutes ces limites qui sont accordées aux droits de l'enfant sont justifiées par ce qui est l'intérêt général de l'enfant. Et donc, partout dans tout le texte de la CIDE, on retrouve cette notion de intérêt supérieur de l'enfant. Toutefois, la critique que je vais faire là-dessus, c'est que c'est une notion qui reste très floue, qui est déterminée uniquement par les adultes, sans jamais qu'aucun enfant ne soit intervenu, ni dans la création de la CIDE, ni dans sa rédaction, ni dans ses signatures, ni dans son application.
Et au regard de la CIDE, toutes les limitations qui sont faites aux libertés de l'enfant se trouvent justifiées par cet intérêt. Or, quel que soit l'article de la CIDE, la capacité décisionnelle de l'adulte l'emporte sur les capacités juridiques reconnues par la CIDE aux enfants. D'ailleurs, sur le site de l'ONG Humanium, qui est une organisation non gouvernementale qui se donne pour but de faire respecter les droits de tous les enfants à travers le monde, on peut voir à propos de cet intérêt supérieur que l'intérêt supérieur de l'enfant est un concept qui renforce le statut de l'enfant comme étant bien sujet de droit, mais ne donne aucun pouvoir décisionnel à l'enfant. Or, je vous rappelle, la notion même d'un sujet de droit, c'est une personne qui a la capacité de choisir, donc d'avoir une capacité décisionnelle, d'exercer ou non le droit qui lui est reconnu. Jamais un droit ne devient une obligation ou une interdiction lorsqu'il est réel. Les enfants ont donc une situation un peu bâtarde, puisqu'ils ne sont ni objets de droit, et ça, heureusement, c'est enfin terminé grâce à toute l'évolution qu'il y a eu à travers ces 4 étapes précédant la création de la CIDE, et ça, on peut vraiment le saluer, c'est un grand bénéfice. En revanche, la protection des enfants par le droit international est encore à améliorer, puisqu'ils ne sont pas pleinement sujets de droit. Ils restent soumis aux volontés et desiderata des adultes. Il serait bon pour notre avenir que l'on puisse avoir une société où l'enfant soit pris en compte à hauteur de ce qu'est pris en compte l'adulte, et non plus soit pris en compte par l'adulte. La différence est peut-être juste lexicale aux yeux de certains, mais je vous assure que dans les faits, elle est énorme. Et puis, pour ce qui concerne l'application de la CIDE par la France, malheureusement, elle n'est pas toujours très bien respectée, puisque lorsqu'il s'agit des enfants migrants, la France a tendance à entendre plus le mot migrant que le mot enfant, puisque en centre de rétention administrative actuellement en France, il y a encore énormément d'enfants, et ça dépasse les 100 000. C'est beaucoup trop. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous invite à continuer à me suivre, à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu et également à la partager. Merci à tous, au revoir et à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas que c'est dans la sororité que la féminité verra son pouvoir retrouvé. À bientôt.